Un giorno un tizio con il suo asino esce con la speranza di riportare a casa qualche fascina di legna per l'inverno, che si preannunciava davvero molto duro. Mentre stava lavorando è stato colto da un forte temporale. Sulla via del ritorno, l'unica strada che lo portava a casa, fu costretto ad attraversare il ponte. La corrente era forte e l'acqua saliva sempre di più. L'acqua, che aveva già oltrepassato il ponte, trascinò con sé sia l'asino che il suo carico. E quindi questo tizio, disperato, si butta egli stesso nella corrente. Ma purtroppo sia l'asino che il suo carico furono trascinati via dalla corrente e scomparvero nei flutti. Il tizio, invece, miracolosamente, riuscì a salvarsi aggrappandosi alla radice di un albero e si mise in salvo proprio nel luogo dove oggi gli archeologi stanno scavando. Alors aujourd'hui, nous avons décalé un petit peu le départ à 8h moins quart, car hier soir il y avait la soirée Rino Gaetano au gîte. Et ce matin, Félicien et Quentin ont bien avancé dans la VV3, il ne reste plus qu'un mètre et demi carré à fouiller. Pierre et Guido ont tamisé toute la journée, ils ont fini tous les sacs d'hier. Quant à nous, sur la VV1, bon, on a continué, on a ouvert les carrés AB de la bande des M. Et ensuite, on a trouvé quelques éclats, mais vraiment rien de spectaculaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tamisage, il n'y a pas grand-chose. Donc on va pouvoir accélérer un peu pour fouiller la plateforme. On a une journée de fouille assez classique, c'était un dimanche. Et demain, c'est repos. Quando la cosa sotto non tiene il messo adesso la messo da sotto, dall'altra parte sta sul bene no. Quando le mette Il va être sûr, ouais, là t'as le gros coup de le mec dans son terrain, il vient de photo et tout, mais c'est important. Articini, sigaretta, top. Come andiamo? Buonasera. E sporche ok. Smash le fromage, c'est mon truc. Ah ouais. Pas moi, mais moi j'aime bien aussi. Parce qu'on est trois.
L'humanité a vécu 99% de son existence à la préhistoire. Alors, comment l'homme a-t-il fait pour vivre 3 millions d'années avec des outils en pierre? À mettre toute son ingéniosité, à les inventer, à les faire évoluer? Comment a-t-il fait pour accumuler ce savoir-faire technique, pour aujourd'hui réussir à téléphoner sans fil et partout dans le monde? Comment est-on passé de la maîtrise de la taille de la pierre à la construction de ces objets électroniques qui font partie de notre quotidien? Comment est-on passé de la perception d'un territoire parcouru, vécu, un territoire physique que l'on voit de ses propres yeux, que l'on traverse avec ses propres jambes, à un territoire immatériel que l'on peut découvrir comme si on y était, ou presque, sur Google Maps? Comment hier on transmettait les savoirs techniques de mère en fils, d'homme à homme? Comment aujourd'hui j'apprends à faire mes pâtes grâce à un tutoriel posté sur YouTube? Cette longue évolution technique, sociale, humaine m'a toujours fascinée. Même si elle s'est accélérée ces dernières années avec l'informatique et avec la mécanisation, nul doute qu'elle prend ses racines très loin dans le temps. Valle Giumentina est un petit miracle quand on y pense. Un miracle de la géologie, puisque grâce à la tectonique locale, tout le bassin s'est retrouvé soulevé en même temps que le massif de la Maiella et s'est retrouvé préservé des grandes érosions. Il est maintenant suspendu et entouré de profonds canyons de part et d'autre. Des sédiments ont rempli le bassin sur plus de 70 mètres d'épaisseur. Un petit fossé de 25 mètres de profondeur s'est ouvert récemment, peut-être il y a 50 000 ans. C'est grâce à lui que l'on peut accéder aujourd'hui aux sédiments anciens de Valle Giumentina. Dans les années 50, le jeune Antonio Mario Radmili a lui aussi profité de ce fossé pour creuser des paliers et commencer les fouilles. C'est exactement ce que nous avons fait en 2012 et que nous poursuivons aujourd'hui encore. 60 ans ont passé depuis l'intervention de Radmili et du géologue Jean de Mongeau. Et aujourd'hui, il est bien difficile de retrouver l'endroit exact où ils étaient installés. On voit bien avec les photos des années 50 qu'ils se trouvaient au milieu du fossé, sur un éperon comme le nôtre, mais celui-ci a certainement disparu dans un glissement de terrain. Normalement, au fur et à mesure que vous allez reculer, le niveau il plonge. Come si dice? Nez. Nez. Bouche. Bouche. Lèvres. Lèvres. Ah, lèvres. Lèvres. Bouche. Bouche. Oreille. Oreille. Ici, lobe. 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 Lobo. Lobe. En italien. Che cazzo ti ridi, sturdellini? Che hai fatto? Che hai fatto, Caterina? Che hai fatto? Mi ha messo un secchio in testa. Chi? Ah, vergognatevi.
Jour 52. Fait très très chaud. La température augmente, sens propre comme au sens figuré. Les pauvres, je les ai mis devant à fouiller en pensant qu'il ferait moins chaud le matin. Bon, finalement, ils ont cramé. J'ai toujours voulu comprendre comment l'homme s'adaptait aux grands changements climatiques. Aujourd'hui, par exemple, c'est même devenu une question politique. Comment s'est-il adapté à la chaleur alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence au cours de périodes glaciaires ? Il est bien plus difficile de s'adapter à la chaleur qu'au froid. Le froid, on a le temps de le voir arriver. Les réchauffements, eux, au contraire, sont plus soudains. C'est un site exceptionnel pour la connaissance de la préhistoire italienne, mais plus largement pour la préhistoire européenne. C'est un site très ancien, de plus de 500 000 ans, avec une longue stratigraphie. Ici, on a 13 niveaux d'occupation humaine, compris entre 600 000 et 400 000 ans avant nous. Alors ça, c'est des lits d'oxydation. When I was a child, was to touch the sediment, the ground, the sand. No, and that's the thing I still love when I dig, to touch and to feel the sediment. Okay. That's the best, I guess. Très peu de sédimentation, mais c'est au même endroit. On peut voir des occupations pendant les périodes glaciaires, des périodes très froides, mais aussi des périodes plus chaudes ou interglaciaires, plus semblables à aujourd'hui. Ces petits niveaux noirs, on avait trouvé des ici. C'è praticamente due parti che la monti tipo un cilindro e c'ha due parti, sopra e poi la monti sopra. No. Sì. Dai, la roba del caffè. Però guarda che... Alors, nous, on est là. Juste là. Exactement. Alors là, c'est pas la bonne photo parce que normalement, il n'y a pas des gros arbres comme ça. Nous, on est assis là. Et du coup, là, c'est là où on dort. Comme ça, à peu près. Et du coup, donc quand on sort et tout, normalement, il y a le petit camion et tout qui nous emmène. Donc on passe par là. Après, on passe par là. Et là, c'est une route qui commence à monter, qui est un peu plus défoncée. Tout ça. Parce que c'est pas la bonne saison. Normalement, t'as des genêts, mais partout, quoi. Partout. C'est tout jaune. Du coup, là, on arrive sur la route en terre. La route plein de bosses qui te secouent, mais quand t'es dans le camion, quand t'es au fond du camion, c'est horrible. Mais c'est marrant. Du coup, là, tu remontes. Et en gros, c'est pas ce chemin-là. Il y a un autre chemin là. Toc. Et nous, on se gare là. La gente del posto sa del lago di Valle Giumentina da ancora prima che gli archeologi arrivassero qui. L'idea che questo luogo qui, così articolato, fosse un lago è qualcosa che si sa da tempo immemorabile. Ma come facevano le persone di questo posto a sapere che lì c'era un lago? Alcuni pensano che l'idea che qui ci fosse un lago sia nata con l'arrivo dei primi archeologi, Radmilli e De Major. Altri invece sostengono che la voce che questo fosse un lago in antico sia una storia molto ma molto più vecchia e che sia arrivata fino ai nostri giorni, tramandata di racconto in racconto, di generazione in generazione. Ovviamente è impossibile. Magari chissà, l'idea del lago è nata osservando la forma delle valli e delle montagne intorno al sito di Valle Giumentina.
En plus, ici, les pièces archéologiques sont conservées dans des sédiments fins. On y trouve de l'argile, des limons ou du sable qui permettent une très bonne conservation des outils en silex. On pourrait croire que certains ont été posés là la veille, tellement ils paraissent frais. Cela nous permet à nous, archéologues et tracéologues, de les étudier au microscope pour observer les traces d'utilisation encore visibles sur les tranchants. Cette résolution est souvent inaccessible pour des périodes aussi anciennes, où les pièces sont habituellement abîmées. Chaque fois que l'homme a pu marcher sur la surface de Valle Giumentina, on retrouve les traces de son passage. Des outils taillés dans la pierre, en silex si abondant dans la Maiella, ou des os d'animaux comme le cerf, certainement chassés et découpés sur place. Tu mets avec de la terre dedans après. Je mets de la terre dedans? Ouais. T'es tout seul, hein? Laisse-le. C'est beau, ça ira bien sur mon bureau. Et pour les autres, je fais comment? Beau. T'es pris dans le marécage, quoi. Attends. C'est dans le 07. Dans le 07. À cette époque, il semble que ce soit Homo heidelbergensis, l'ancêtre de Néandertal, qui occupe l'Europe de l'Ouest. Du coup, pendaison... Pendage. À Valle Giumentina, on le retrouve aussi en période glaciaire, alors que sur beaucoup d'autres sites, seules des occupations en période interglaciaire sont conservées. Il faut dire qu'ici, on est au centre de l'Italie, au sud de l'Europe. Et peut-être qu'à l'époque déjà, quand il faisait bien froid à Paris, c'était plus agréable de vivre ici. Viva la vida. Un mondo diverso. Chi vivrà, vedrà. Se riesci a dormire qua dentro. Voilà.
Oh. Beh dai, mi ci tengo a sistemare, insomma. Beh. Che cazzo hai fatto? Che cazzo ne so? La bagna. Quando il lavoro lo permetteva e le serate erano calde, ad Abbateggio si ballava. E si ballava nelle cantine e ovunque ci fosse gente disposta a passare dei momenti di leggerezza e di divertimento insieme. Questo era anche un modo per i ragazzi di incontrarsi, divertirsi e sì, di ballare. Un'occasione di aprirsi a nuovi mondi e a nuove esperienze, esattamente come accade oggi sugli scavi di Valle Giumentina tra archeologi francesi ed italiani. Ma con una bella differenza. I ragazzi di un tempo erano accompagnati e sorvegliati a vista, e dico a vista, dai rispettivi genitori, amici e parenti. I parenti. Era forse un po' più complicato allora interagire, ma sicuramente tutto era più intrigante. Sulla sinistra. Comme ça. Voilà, je retourne vers ici. Ok. D'accord. Compris. Ça fait que tu marches droit comme ça pour si tu dois nous suivre. D'accord. Voilà. Ça, tu le mets comme ça. Ok. Voilà. Là, tu peux suivre. D'accord. Dure là, dure les épaules. Ok. Tu marches, tu prends un peu celle-là, tu fais 3 pas, tu fais dur comme ça. Comme ça. Et des fois, il vaut mieux Tu me ne pas donnes avoir la la main là. notion de la danse, parce que tu apprends plus vite. Tu plies un peu les jambes, en avant, le corps vers là-bas, la tête là. Là, tu me le mets là, en dessous là. Là? Comme ça. Voilà, c'est en dessous, là. Comme ça. Ok. Tu me pousses, Ok. tu descends. Descends, descends, descends. Slow. Slow. Oui, oui. Che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del Camone. 3 e Alla cazzo. maca gelata Marche. che ha perso il suo gazebo. 3 e Guai alla cazzo. stagione è andata all'ombra del lampione San Susino. Che cos'è l'amore? Chiedeva alla porta alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma Vodafone messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente. Allô? Ouais, ça va? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends pas, toi? Si, si, c'est bon. Et c'est où que t'es, là? Là, je suis à... Et nord, sud? Alors, en gros, je suis dans la province de Pescara, dans les Abruzzes. C'est une région de l'Italie. Et en gros, en fait, t'as Rome. Tu vois où c'est Rome, à peu près? Et ben, c'est à l'opposé, de l'autre côté. D'accord. L'autre côté, sur l'autre côte? Puis le site, il est trop cool. Genre, en fait, t'es dans la montagne, mais genre au milieu de rien, quoi. Et t'as la montagne... T'as la montagne juste en face de toi. C'est une énorme montagne de... Je sais pas combien elle fait de... Enfin, combien elle est haute, mais genre... quand je suis
Ouais, quand je suis arrivée, il y avait de la neige sur le sommet, quoi. Ah ouais? Ah, trop bien. Moi aussi, j'ai plein de photos à vous envoyer. Plein. Là, le site, il est entre 400 000 et 500 000 ans, en gros, qu'on fouille. Et c'est c'est du vieux, quoi. C'est du paléolithique inférieur. Et du coup, il y a eu plein de trucs qui se sont passés entre les différentes occupations. Du coup, t'as eu des rivières qui sont passées, il y a eu des lacs, ou plein de trucs. Et du coup, ça, tu le vois sur la coupe, quoi. En fait, en gros, ça fait différentes couleurs, différentes matières, différents trucs. Et du coup, là, ce qu'on fouille, en gros, on n'a pas on n'a pas trouvé encore de pièces qui ont été taillées. Enfin, en gros, on cherche les bifaces, quoi. Parce que même quand tu fouilles et que tu trouves rien, moi j'aime bien. Il y a un truc dessus. Je sais pas, ça me paraît très petit pour être d'origine fonctionnelle. C'est vraiment... On peut essayer de zoomer un peu. Tu vois? Là, c'est la même Et là, tu penses que c'était un fragment d'un outil de quel type? Ça serait un outil en soi. Un outil Ouais, parce que c'est tout retouché. Là, le tranchant, il est retouché. Donc ça peut être même pas un fragment, ça peut directement être un outil. En fait. C'est un éclat qui peut venir du façonnage des bifaces. Ça, je sais pas. C'est la techno qui nous diront ça. Mais c'est possible qu'après, ils aient repris cet éclat, qu'ils l'aient taillé, comme ici, là, enfin, qu'ils aient mis en forme le tranchant. Et qu'ensuite, du coup, ça soit utilisé comme outil, alors qu'à la base, ça aurait pu être un déchet. Tu vois, ça c'est un bulbe sur un site. D'accord, ok. C'est là que ça. Et du coup, après, si tu regardes bien, comme tu as l'onde de choc qui va comme ça, tu as des espèces d'ondes, tu revois les ondes de choc dans le silex à certains endroits. Tu as les ondes de choc qui sont concentriques, et tu as des micro-fissures en fait, qui sont radiales. Tu vois, c'est-à-dire que tu as ça comme ça, et puis tu as des micro-fissures qui sont comme ça. Qui indiquent en fait voilà, ça indique aussi la direction. Ça, c'est ce qu'on appelle des stigmates. C'est des stigmates qui permettent de savoir comment on a taillé. Et c'est utilisé pour savoir justement comment ça a tapé Quand on parle de lecture technique et d'analyse des pièces en lithique, c'est ce genre d'observation qu'on va faire. Qu'on va compter, qu'on va classer, tu vois. C'est très jargonnant, mais c'est voilà. Fouiller un site aussi ancien, chez moi, dans les Alpes, est presque impossible. Les glaciers ont tout effacé. À Valle Giumentina, j'ai la chance de retrouver un site qui correspond à ceux que j'ai étudiés pour ma thèse en Europe de l'Ouest. Le faire ici, dans cet environnement de montagne, avec des gens de la montagne, me fait sentir chez moi. Comme beaucoup d'enfants, j'ai été fascinée par l'archéologie. Ça arrive quand on commence à se poser des questions sur le monde. Et pourquoi? Moi, je voulais travailler sur des temps très très anciens, ceux des tout premiers hommes. Je me disais que comprendre les premiers m'aiderait à comprendre ceux d'aujourd'hui. C'est vraiment difficile d'imaginer, de se représenter la morphologie précise des paysages de la vallée de Giumentina il y a 500 000 ans. Les choses ont beaucoup évolué par la faute, mais aussi grâce à la tectonique locale, qui redessine constamment les environs. Puis du coup, Franca, elle a très très fortement senti un tremblement de terre, comme beaucoup d'entre nous. Moi, pas du tout. Anne-Marie non plus.
Et on s'inquiète parce que le tremblement de terre, il a eu lieu à Campo di Giove avec une magnitude de 3,2. Donc que je sache, c'est un des rares tremblements de terre dans la Mayella depuis bien longtemps. Donc on espère que ça va pas se reproduire. Voilà, ça va bien se passer. Tu vas perdre ton pari là. En vrai. Moi, t'as déjà perdu là. C'est quoi, il y a les plats ou pas? Le pari, c'est que Elle dit dans 10 minutes il pleut. Ombline, elle devine quand il pleut grâce à ses genoux. Quand elle a mal au genou, il pleut. Non, mais ça n'a pas marché là. Commencer à dormir. Du coup, c'est ce camion quoi. On va verser ce camion, mais avec les outils dans le camion déjà. Ouais. Il faut enlever la lunette Carlo dans le camion. Et on verse Siestos aussi. Parce qu'il ronfle Carlo donc. Oh, si orage. Carlo il dort dehors. Mais je ronfle pas. Ah oui, Carlo il est interdit de camion. Interdit. Voilà. Mais je ronfle, Félix. Dès qu'il y a un coup de tonnerre, je me demande si c'est pas un terremoto. Ça y est. Grazie mille. Dai, siete via. Allora, la lonza, la pancetta, la pizza, la focaccia. Vino. Ci amiamo. Salute! Grazie. Vedi, questo non sa che a noi. A voi. Là. Distribuiamo poi il vino e il ponte. Oh, allora la festa quando la facciamo? Vino, signora. Domenica 9. Domenica, cosa? Domenica. C'est bon? Trop bon fromage. Grazie mille. Le ponte è troppo buono. Qualcuno bussa alla porta, io caro devo togliere giù. Raga, io vado al tamisage. L'orage arrive vite. Oggi a Messabbia. Oh, noi ce la andiamo, li studiamo qua. Va bene. Ma tu hai? Tanto pane. On va mettre un sac au-dessus des trucs de Ah. I disci arrivano. No, avevo un temporale però. Arriva. L'altro poco avevo un temporale, l'ha messa la televisione. Allez, on y va là. Les foudres. Anne-Marie, tu veux prendre le kangou? Et que les loups. Les loups. Una delle esperienze più tragicomiche della mia vita è stato l'ultimo terremoto. Ero a casa di un amico e mi trovavo poco distante da Amatrice, una ventina di chilometri a linea d'aria dall'epicentro del terremoto dello scorso anno. La sera incominciò in maniera molto tranquilla. Abbiamo mangiato gli arrosticini, ovviamente, e bevuto vino e grappa a fiumi. Nel corso della notte vengo svegliato praticamente da una serie di rumori, tipo la casa che mi cade addosso. E quindi ho cercato di mettere un piede a terra e di prendere grip, ma non ce la facevo perché ballava tutto. Il mio amico è venuto a sincerarsi del fatto che io fossi stato ancora vivo. Trionfo di bestemmie e di parolacce senza senso, e mi ha visto che cercavo di domare il letto nel terremoto e ha detto ah ok sei qua, e mi ha richiuso dentro, quindi mentre cercavo di scappare sono stato anche richiuso dentro questa stanza. Alla prima scossa quindi non sono potuto uscire, alla seconda sono scappato, vestito alla bella e meglio, poi vi spiego come. E quindi praticamente mi infilo in macchina e mi faccio un giro per il paese per vedere com'era la situazione. Mi ero reso conto fin da subito, visto che avevo già avuto
esperienze in passato che questo era stato un terremoto devastante. Siamo tutti accampati, io, il mio amico, la sua famiglia, i suoi vicini di casa e quindi sostanzialmente tutto il paese di fronte al piazzale di un santuario. Il terremoto è qualcosa che ti segna e ti scuote nell'anima, soprattutto quando non hai vie di fuga. Quando lo becchi che sei dentro casa, cerchi di scappare, hai l'obiettivo di scappare via di casa per metterti in salvo. Quando lo becchi, vedi la gente che scappa dalle macchine come pazzi, che cercano aiuto e che non sanno dove andare, perché non hanno più l'obiettivo di mettersi in salvo, ma sono totalmente presi dal panico perché sanno che ormai non hanno più obiettivi quando fa il terremoto, perché se ti becca per strada puoi solo scappare intorno alla macchina come un coglione. Io ho visto cose di questo tipo, quindi tipo gente che dormiva con i piumoni addosso, i capelli tipo a cipolla, così, così, veramente sconcertante. E mentre le radici delle piante degli alberi mi sbattevano sotto i piedi, in questo modo, così, e tu sentivi veramente la forza della natura che ti scuote le fondamenta dell'anima, e vedevo le chiome degli alberi che mi venivano in faccia. È stata una cosa veramente, ma veramente brutta. Questo per dire quanto in realtà cerchi di affrontare una situazione drammatica con i mezzi che hai e poi se lo riesci a raccontare alla fine è tutta una risata. Nella valle delle capanne di Pietrasecco c'è un ponte con un grande arco, un ponte in pietra costruito con il calcare della Maiella. Su questo ponte spesso si fermava a giocare il figlio di un pastore e un giorno, sotto il ponte, incontrò un uomo che faceva una cosa mai vista. Questo uomo spaccava le pietre. Il ragazzo, incuriosito, il giorno dopo tornò nuovamente al ponte e vide che quest'uomo continuava a spaccare le pietre e lo spiò. E così accadde per diversi giorni, finché lui si rese conto che questo uomo non spaccava semplicemente le pietre, ma le tagliava e conferiva alle pietre una forma per realizzare dei veri e propri oggetti. Il ragazzo, sempre più incuriosito da questo fatto, tornò spesso ad osservare questo uomo di nascosto, fin quando fu in grado di carpire le tecniche e i segreti nei gesti di questo uomo che stava praticando archeologia sperimentale. L'ultimo giorno questo ragazzo andò sul ponte, ma fu scoperto da quest'uomo che spaccava la pietra e l'uomo lo affrontò e gli disse: complimenti, mi hai fregato.
E il ragazzo andò via dal ponte, spaventato di questo incontro. Il giorno dopo tornò nuovamente, ma non incontrò più nessuno e quell'uomo che gli aveva parlato una sola volta, dopo tutti questi incontri fortuiti, non lo vide più. Probabilmente questo era Radmilli o uno dei suoi archeologi. All'età di 9 anni questo ragazzo sapeva già tagliare la pietra e realizzare i bifacciali. Sfruttava questo tempo per affinare le sue tecniche di taglio della pietra. Ogni giorno vedeva riempirsi sempre di più la valle di gente mai conosciuta prima, di turisti, e questi erano intenti ogni volta a raccogliere i reperti archeologici del sito di Valle Giumentina. Il giovane ragazzo capì immediatamente che l'interesse dei visitatori era legato all'esistenza di quei reperti che lui stesso sapeva produrre. Pensò di incominciare a costruire in maniera seriale e a realizzare oggetti e a nasconderli nel terreno in maniera tale che sempre più visitatori potessero trovarli. Com'è quello tempo? Hai calciacolo, no? Dai che ho căldură de va. Che non hai aer. Sai, in zona si dice che i bifacciali e le schegge che lui realizzò nel corso della sua giovinezza oggi sono esposti nelle teche e nelle vetrine dei musei di mezza Italia. E in più si dice che attraverso un sistema naturale quest'uomo era in grado di riprodurre una patina per simulare la differente antichità degli oggetti che oggi troviamo nei musei. Sì, mo am cominciato a fumare di questa, fino a non ho fumato le sigarette, però stavo a spendere tanti soldi. Mo mi faccio imparare. Il faut imaginer que toute la vallée est un site archéologique. Nous, on est en train de fouiller sur 50 mètres carrés en essayant de récupérer un maximum de données pour pouvoir parler de comportements territoriaux. Où allaient-ils chercher la pierre qu'ils utilisaient pour la fabrication des outils? Que faisaient-ils tout simplement sur place? Où allaient-ils ensuite? Comment se divisaient leurs territoires? Comment étaient-ils parcourus? Comment étaient-ils anticipés? Mais d'abord, quelle végétation, quels animaux, quelles ressources étaient à leur disposition? Quel était le climat au moment des différentes occupations? Et que donc... Ça fait longtemps que je me suis pas regardée dans une glace. Et donc aujourd'hui il faisait très très chaud. Nous sommes partis à 7h. La complémentarité de toutes les recherches menées à Valle Giumentina est une référence pour le paléolithique ancien. Et pourtant, ce site, tout seul, n'apportera pas toutes les réponses à nos questions. Il faut multiplier les découvertes pour extraire des tendances dans les comportements socio-économiques de ces premiers habitants de l'Europe, et voir ensuite leur évolution. C'est ce type d'information que l'on voudrait obtenir, car on s'est longtemps satisfait de l'objet, du vestige archéologique comme fossile directeur, c'est-à-dire pris pour lui-même, sans contexte stratigraphique, sans contexte environnemental, ce qui empêche de raisonner sur les véritables comportements sociaux. Des bifaces, des outils en pierre, il y en a plein les musées, des vrais et des faux d'ailleurs. Félix, tu sais, ils ont trouvé un biface maintenant. Maintenant? Oui, tu vois, il est parti les camions pour aller filmer les bifaces. M'en fous des bifaces, moi. M'en fous.
Éclate, man. Ma je veux trouver des éclats. Quando l'ho visto, l'ho girato, l'ho pulito, ho detto ma... Il s'appelle Morganus Perché non mi sono primitus. interessato. Ho detto ma Voilà. davvero, sembrava una grossa eclat. Brava, guarda! Mais oui, il est Mercedes! Gros éclat. È arrivato il gelataio. Sì, ho portato... Wow. J'ai un cadeau pour toi. C'est pas vrai? Si. C'est pas vrai. Ça, je pense, c'est trop bien. C'est ça, un petit latte. Comment on l'appelle? Mercedes. Mercedes. Mercedes Bardot. C'est vrai. Trop bien. Oh. Brava! 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 Sono contenta. Brava! Chi l'ha fatto? Bello! Bella punta, bel trinciante. En cela, la recherche fondamentale d'aujourd'hui en préhistoire n'est pas spectaculaire, surtout pour les périodes anciennes. Quelques cailloux taillés, quelques ossements fracturés retrouvés dans la terre. Elle n'a aucune valeur patrimoniale. On ne trouve pas de murs, pas de pyramides, pas de grottes ornées en ces temps anciens. Pourtant, il faut une armée de fouilleurs et des spécialistes pour faire parler ce contexte de découverte. Donner du sens à ces objets et, petit à petit, donner des éléments de réponse aux grandes questions existentielles. Vas-y. On est le 8 juillet. Il est 11h30. Je ne tiens plus debout. Il a fait très chaud. Et on n'a pas encore fini la fouille, c'est demain là, le dernier jour, avant qu'ils partent tous lundi. Valle Giumentina, il sito archeologico che noi oggi conosciamo con il nome di Valle Giumentina, in realtà si chiama Piano delle Valli. La vera Valle Giumentina è a 200 metri di distanza rispetto all'attuale sito archeologico. Valle Giumentina forse è stata chiamata così perché le montagne intorno a questo sito ricordano il profilo di una giumenta. On ne pourra jamais tout dire, même si nos outils scientifiques, nos questions doivent s'améliorer. Comme elle est fine, la pointe, tu vois. à travers. Qui, de la femme ou de l'homme, taillait les bifaces? D'ailleurs, est-ce que cette question est intéressante? Croyait-il en Dieu? Et alors? On n'aura jamais d'image véritable de ces groupes humains, comme on les a de la joyeuse bande d'archéologues qui chaque année se retrouvent à Abateggio. Filmer les hommes d'aujourd'hui, leurs gestes, leurs traditions, comme pour accéder aux gestes d'hier. Parce qu'il y a bien un lien entre l'éclat de silex et le smartphone. Parce qu'il y a bien un lien entre Radmily et nous-mêmes. Parce qu'il y a bien un lien entre mes recherches et celles qui adviendront. Parce qu'il y a bien un lien entre l'homme d'hier et celui de demain.